L'échiquier international, soyez les bienvenus. Voilà 2 ans que le déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine a eu lieu. Globalement, mis à part l'espace est de l'Ukraine, désormais rattaché à la Russie, la guerre s'est installée dans la durée. Le soutien occidental de l'Ukraine, lui, n'a pas sourcillé, mettant même parfois à mal le statut socio-économique d'une population notamment européenne, en nette fragilité. Les fonds alloués à l'Ukraine ne semblent pas s'estomper. Or, des fonds questionnés, interrogés de plus en plus face à une Russie en pleine santé économique, sans parler d'un rythme de production d'armement que semblent avoir déjoué tous les pronostics du côté de l'Ouest et de Washington. La mise à terre économique de Moscou n'aura pas lieu, tandis que concernant celle des pays européens, la question s'impose d'elle-même. Le facteur temps n'a pas en effet la même valeur pour l'ensemble des acteurs en jeu. La guerre de l'OTAN contre la Russie est perdue, pourtant d'aucuns veulent l'imposer plus que jamais, malgré les données objectifs du terrain. On en parle, début des échanges dans quelques secondes. L'opération spéciale russe en Ukraine, 2 ans après, qu'est-ce que cela nous révèle réellement de l'échiquier international? Justement, pour en parler, je reçois ce soir Jawad Rostomtouati, journaliste, féru de culture, mais aussi analyste et amoureux de la géopolitique. Jawad, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Karim, toujours un plaisir d'être parmi vous. Plaisir est partagé. Alors, Jawad, 2 ans après l'opération spéciale russe en Ukraine, qu'est-ce que cela nous révèle concrètement? Alors, ce que cela nous révèle, c'est que d'une part, cette opération a été anticipée ou du moins a été mentionnée par les stratèges américains comme étant une possibilité, à savoir que dans le fameux rapport de Lalonde, Extending Russia, en 2019, où on mettait en place toute une série pour justement écarteler la Russie et essayer de l'épuiser en l'engageant sur plusieurs fronts. Parmi les fronts évoqués, peut-être qu'on reviendra aux autres avec de plus amples détails, parce que ce rapport-là est très important, Extending Russia, il y a celui d'armer l'Ukraine afin de l'utiliser comme tête de pont contre la Russie. Cependant, on mentionne dans ce rapport-là, attention, les Russes pourraient anticiper cette stratégie et prendre l'initiative de l'escalade. Je traduis mot pour mot. Pourrait prendre l'initiative de l'escalade. Mais selon certains analystes, notamment à Kiev, parce qu'il y a des think tanks à Kiev, la santé économique de la Russie ne le permettrait pas et donc les chances de succès de cette stratégie sont élevées. On voit aujourd'hui, et un deuxième rapport tout nouveau, tout beau, vient acter l'échec de cette stratégie. On peut développer tout cela. Voilà, Jawad vient de planter le décor, tout est dit, donc on va rentrer dans les faits. Alors Jawad, on remonte il y a 2 ans. Moscou décide de déclencher l'opération spéciale russe en Ukraine. Et Zelensky devient une espèce de coqueluche pour le monde occidental. Il est reçu partout, il a son rond de serviette à peu près partout, même les festivals de cinéma, c'est du jamais vu. Poutine devient le méchant au sein des médias occidentaux. Les sanctions russes, les sanctions anti-russes ne tardent pas à tomber. On se rappelle des déclarations du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qui disait que les sanctions allaient mettre la Russie à terre. Ce n'est pas arrivé, on va en parler bien sûr. Aujourd'hui, il y a un retour, comme qui dirait Lénine, du concret. Il y a un retour du concret, puisque les mêmes médias occidentaux qui nous vendaient cette Ukraine face à ce Goliath russe, changent le récit, puisqu'on parle ouvertement aujourd'hui d'une défaite possible de l'Ukraine. Oui, on parle d'une défaite possible de l'Ukraine qui est une défaite d'abord de l'OTAN. Parce que, je reviens à ce rapport de 2019. Parmi toutes les mesures, l'Ukraine n'en est qu'une parmi tant d'autres. Parmi toutes ces mesures, il y a d'abord le fait d'essayer de saboter l'Union économique eurasienne, qui compte 3 pays, la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. Et donc, parmi les recettes, il y a celui d'opérer des changements de régime, des révolutions de couleur au Kazakhstan et en Biélorussie. On ne s'en souvient pas parce que ça a été un flop lamentable, ça a été un fiasco complet. La révolution colorée en Biélorussie a échoué, Loukachenko est toujours au pouvoir. Au Kazakhstan, ça n'a pas marché non plus, donc ce sabotage n'a pas fonctionné.
Parmi les éléments du rapport, on mentionne le fait de soutenir ce qu'on a appelé les rebelles syriens, parce que quand on est pro-OTAN, on est un rebelle, et quand ce n'est pas le cas, on est un terroriste, évidemment. Ça n'a toujours pas marché, il fallait épuiser la Russie sur plusieurs fronts. On a aussi mentionné le fait d'ouvrir des fronts, notamment en Géorgie, etc. Échec total. Et qu'est-ce qui reste comme dernière carte? Il reste l'Ukraine. Et là, on y met tous les moyens, on y met toutes les cartes, on y va à fond. Cependant, on voit aujourd'hui, et le but principal aussi, c'était d'essayer d'épuiser la Russie d'une part, et d'autre part, d'essayer de remplir le but stratégique d'opérer le découplage entre la Chine et la Russie. Cependant, aujourd'hui, et c'est le point le plus saillant du rapport de la Rand, et c'est la plus grande inquiétude qui revient tout au long des 150 pages. Je parle du dernier rapport. Le rapport, oui. Voilà. Plus la guerre va durer, c'est ça la conclusion du rapport, plus la guerre va durer et plus les liens sino-russes vont se resserrer. Se renforcer, oui. De toute façon, la Chine et la Russie, leur coopération, elle, se resserrée et le découplage est un échec lui aussi. Mais plus la guerre va durer et plus ces liens vont se resserrer et plus ça va devenir difficile pour les États-Unis et le camp atlantiste en général de sortir de la situation sans dégâts et sans dommages. Mais comment vous l'interprétez? Est-ce qu'on peut parler d'une défaite de la stratégie américaine? Les Américains ne savent plus lire les deux coups avant, ou les deux coups après plutôt. On ne sait plus faire des pronostics dans la stratégie, on ne sait plus entrevoir les différents scénarios parce qu'ils se doutaient bien que leur stratégie avait quand même quelques limites ou quelques faiblesses. Il y a un aveuglement, il y a d'abord d'une part l'hubris, la démesure et le fait d'avoir eu le cheval, la bride sur le cou à partir de la chute du mur de Berlin. Et donc on s'est tellement habitué à une arrogance et au fait d'être le gendarme du monde et de faire à sa guise. On se souvient des discours d'une arrogance totale lorsque, par exemple, au sujet de la Yougoslavie, on dit « vous faites ci ou ça, ou bien on va vous bombarder pour vous renvoyer à l'âge de pierre. We're gonna bomb you back to the Stone Age ». Et cette arrogance-là s'est maintenue pendant que le monde, lui, était en train de subir de grandes transformations. Le premier à tomber dans cette arrogance, ça a été l'un des grands stratèges des États-Unis, Zbigniew Brzezinski. Cependant, lorsqu'en 1997, il écrit Le Grand Échiquier, c'est le cas de le dire, il est en plein wishful thinking, pour reprendre la terminologie américaine. Il croit que la Chine, qui est en pleine croissance, c'est une croissance artificielle, ça va bientôt retomber, etc. Cependant, lui n'est pas tout à fait dans le même hubris que son entourage et en 2012, il va acter définitivement, et j'emploie ces termes, le déplacement du centre du monde de l'Ouest vers l'Eurasie. Et il va citer 6 faiblesses fondamentales des États-Unis qui font que s'ils n'y remédient pas, ils vont aller droit vers la catastrophe et la perte d'hégémonie, si vous voulez. C'était en 97, mais en 2020, il a un peu réajusté en sa 97, c'est le grand échiquier. Voilà. En 2012, dans Strategic Visions, il revient sur le wishful thinking qui était le sien et l'hubris. En 2012, il acte le déplacement du centre du monde vers l'Eurasie et il dit « Nous souffrons de 6 faiblesses fondamentales, si nous, c'est-à-dire les USA, bien sûr. Si nous ne les résolvons pas, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, la situation ne va faire que s'aggraver et la perte d'hégémonie va être complète. » Ce qui est extraordinaire avec Zbigniew Brzezinski, c'est qu'en 1997, il avait parlé de l'importance que revêtait l'Ukraine, qu'il fallait prendre l'Ukraine, puisque l'Ukraine était un pont entre les deux rives, à savoir l'Occident et l'Asie. Donc celui qui contrôlait ce pont contrôlait le monde, mais on va en parler. Mais on revient aussi sur ce narratif occidental, cette fameuse Russie, dit-on, impérialiste que nous avons dû, c'est les Occidentaux. Alors en Russie, malgré une stabilité sociale, une stabilité économique, on s'est rendu compte que la Russie s'en est bien sortie de la guerre froide et que la guerre froide était derrière elle. On se rappelle des années Helsinki où on voyait les pans entiers de la Russie en aluminium. On se rappelle de la compagnie aérienne qui était vendue pour une bouchée de pain. On n'en est plus là, on n'est plus dans les années Helsinki. Poutine est synonyme de stabilité de la Russie et peut-être c'est ça qui fait peur aux Occidentaux. Oui, Poutine est synonyme de stabilité et puis Poutine est synonyme aussi de souveraineté, y compris pour sa bourgeoisie, c'est-à-dire pour ses hommes d'affaires, etc. Mais, c'est-à-dire aujourd'hui, la bourgeoisie russe, les hommes d'affaires russes ont compris que s'ils veulent continuer à faire des affaires et s'ils veulent continuer à faire des profits, ils ont plus intérêt à miser sur un développement
interne et souverain. Souverain. Plutôt que à se mettre dans la dérégulation et à s'arrimer à un camp atlantiste qui, de toute manière, est en train de prendre l'eau de toutes parts. Et on le voit, la vassalisation de l'Europe, et de l'Europe de l'Ouest plus particulièrement. L'Allemagne surtout. L'Allemagne, la France dans une moindre mesure, est en train de la renvoyer justement aux heures sombres de son histoire, sur le plan idéologique, et presque à une économie sous-développée sur le plan économique aussi, alors, sur le plan matériel. Alors justement, cette Russie a quand même, parce qu'on entend aussi ces analystes occidentaux nous dire que la Russie, le but de la Russie en Ukraine, c'est d'annexer la Russie, c'est d'occuper la Russie, c'est d'occuper l'Ukraine, pardon. Ça serait l'objectif de Moscou, mais quand on voit les chiffres, ça ne se consacre pas, puisque la Russie a une fragilité, c'est sa démographie. Alors selon les chiffres, 146 millions d'habitants, 126 millions actuellement, et en 2050, 146 millions actuellement, et en 2050, on en serait à 126 millions. Donc on le voit à travers ces chiffres qu'en Russie, le soldat est précieux, puisque l'homme est rare. Donc, je donne un dernier chiffre, après je vous laisse répondre. Les soldats russes impliqués en Russie seraient du nombre de 120 000. C'est difficile d'occuper ou d'annexer la Russie avec un nombre aussi faible. Mais on est en pleine inversion accusatoire, c'est-à-dire que la Russie n'avait aucune intention d'occuper l'Ukraine. Elle avait des prétentions sur la Crimée, légitimes ou pas, c'est à l'histoire et aux historiens d'en décider. Cependant, ce qu'il faut se rappeler, et ça a été en quelque sorte le chant du cygne de la politique américaine en Eurasie, ce fut la série de révolutions colorées au début des années 2000. Ce sont les États-Unis qui, notamment en ce qui concerne l'Ukraine, vont financer une révolution colorée, une première révolution, la fameuse révolution orange, mais surtout, et c'est là où pour la Russie, cela sonne le glas de la passivité et de la patience, c'est le fameux Euromaïdan, où là, on va mettre le couteau sous la gorge du président ukrainien de l'époque, son nom m'échappe, où on va lui dire: vous signez des accords d'association avec l'Union européenne. Lorsque lui se rend compte que ces accords d'association vont complètement siphonner l'économie ukrainienne et que les accords qu'il a avec la Russie sont beaucoup plus bénéfiques pour son économie, il va rétropédaler. À ce moment-là, on va susciter contre lui une révolution de couleur et un changement de régime, mais pour installer des néo-nazis au pouvoir. Et on connaît l'histoire de la Russie. Se retrouver avec pour voisins des néo-nazis et des bandéristes, Stéphane Bandera. Stéphane Bandera. Quel est le pays qui aujourd'hui accepterait pareille chose? Et donc, on est en pleine inversion accusatoire. C'est-à-dire que, d'abord, on ne tient pas la promesse du fameux not 1 inch east, pas un seul centimètre vers l'est, et on continue d'étendre l'OTAN vers l'est, mais par-dessus le marché, en place, et Victoria Nuland se trouvait en Ukraine pour distribuer des petits pains et des sandwichs, en place un gouvernement néo-nazi aux portes d'un pays qui a payé le plus lourd tribut de l'histoire pour combattre le nazisme, malgré tout le cinéma hollywoodien qui voudrait le faire par le contraire. 27 millions de morts. Alors, on s'arrête sur les mots encore. On nous parle du système Poutine, on nous parle par exemple rarement du système Macron, ou du système Biden, ou du système, je ne sais pas, Merkel, mais aussi on parle aussi souvent d'oligarques russes, mais rarement aussi d'oligarques français, américains, bon j'en passe, mais contrairement aux faits, quand on voit les faits russes, la situation de la Russie, les oligarques n'ont plus, vous l'avez expliqué, n'ont plus leur poids dans le système politique en Russie, puisque par exemple dans les élections, ils interviennent de moins en moins, voire pas du tout. Oui, déjà alors ce n'est pas le cas en France ou aux États-Unis, surtout aux États-Unis. Déjà pour la terminologie, lorsque on est américain ou français ou européen, on est un homme d'affaires. À la rigueur, on fait partie d'une bourgeoisie. Lorsqu'on est russe ou autre, on est oligarque. Déjà, il y a ce deux poids, deux mesures qui fait partie de perception management, de la gestion de la perception. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est-à-dire que aussi, on réécrit le réel. Voilà, et on manipule la perception, parce que quand les idées pénètrent les masses, elles deviennent une force matérielle. Bien sûr. Voilà. Et la perception est devenue un enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit occuper les cerveaux, et l'occupation du terrain ensuite devient beaucoup plus facile. Mais ce qui est prégnant, et c'est pourquoi aussi Poutine continue de fédérer autour de lui, c'est qu'il a mis au pas une oligarchie
qui étaient fondamentalement, dont les intérêts étaient fondamentalement liés aux intérêts atlantistes. Et il leur a mis le deal en main. D'accord, vous voulez faire de l'argent, c'est légitime. Et il l'a dit dans l'interview avec Tucker Carlson. Il a dit, nous les Russes, nous sommes présentés aux USA et à l'OTAN et nous avons dit, nous sommes aussi bourgeois que vous, nous sommes aussi capitalistes que vous, nous nous demandons, ça y est, on en a fini avec l'Union soviétique, nous ne demandons rien d'autre que de prospérer dans le capitalisme mondialisé selon des termes qu'on peut négocier, mais négocions. Or, tout ce qu'ils ont eu en face, c'était des velléités de subversion. Et donc Poutine a mis au pas une oligarchie comprador et leur a dit, voici une voie du développement qui est tout aussi rentable, voire plus, a fortiori sur le long terme, soit vous embarquez dans le bateau Russie, soit si vous misez perdant sur la Russie, c'est vous qui serez perdant. Et c'est là où on revient à Fanon. La bourgeoisie comprador joue toujours perdant lorsqu'il s'agit de son pays. Et Poutine a dit, ceux qui jouent perdant, dégagez. C'est-à-dire en fait conjuguer vos investissements dans un cadre souverainiste et nationaliste. Et développementiste. Et on vous laisse tranquille. Alors, mais pourtant, il y a... Et on vous appuie, on ne vous laisse même pas tranquille, on vous accompagne, bien sûr. Voilà. Alors, il y a un rêve pourtant qui obsède Washington depuis de nombreuses années. On parlait tout à l'heure de Brzezinski, mais il y a du côté de Washington une espèce on rêve d'un soulèvement anti-Poutine qui surviendrait comme ça du jour au lendemain. On se rappelle de Garry Kasparov et ses liens avec l'Open Society de George Soros. On se rappelle aussi parlons d'un oligarque, un pur sûr qui s'appelle Mikhail Khodorkovsky, qui a mal fini parce que justement il n'a pas voulu obtempérer dans ce que vous expliquez à l'instant. Et dernièrement, on a un certain Alexei Navalny, qui est pourtant militant d'extrême droite et on a les preuves, qui aurait reçu 20 millions de dollars de la CIA. Pourtant, cette stabilité russe, cette prise au sérieux de la Russie n'est jamais intégrée dans le logiciel occidental. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez qu'on refuse de négocier, de parler, de faire des affaires avec la Russie? D'abord, il y a ce suprémacisme occidental qui a été nourri par des siècles d'occupation du monde, d'une part, et d'autre part, de discours. On revient à Edouard Saïd et à l'orientalisme. Et donc, il y a cette perception de l'Orient comme étant presque un archaïsme. Une sous-humanité, carrément. C'est-à-dire, l'Occident perçoit l'Orient comme la vision de lui-même, mais des siècles auparavant. Et il n'arrive pas à concevoir qu'aujourd'hui, en termes de vision stratégique, c'est au contraire les Russes et les Chinois qui voient plusieurs coups à l'avance dans l'échiquier international. Ceci d'une part. D'autre part, il y a aussi cette hubris dont j'ai parlé, il y a l'incapacité à se renouveler. Ce sont toujours les mêmes méthodes, changement de régime, révolution colorée, open society, etc., financement d'opposants, mais qui se révèlent finalement fantoches. Et ces méthodes-là sont connues et complètement éculées. Troisièmement, il y a des problèmes internes sur lesquels les États-Unis sont en train de s'aveugler, et ce, depuis 2012. C'est-à-dire, quand je reviens à Brzezinski qui dit, nos infrastructures sont complètement obsolètes. Or, lorsque Trump arrive avec son fameux plan de Make America Great Again, il vient et il propose plusieurs fois des plans de développement d'infrastructures qui sont systématiquement refusés par le Congrès américain. Le même Congrès qui a des milliards pour débourser de l'argent pour continuer à soutenir l'Ukraine, n'a pas d'argent pour soutenir un plan de développement d'infrastructures alors qu'on avait tiré la sonnette d'alarme en 2012. Donc, on a de l'argent, et je vais conclure sur ça. Autrement dit, on a de l'argent pour saboter le développement des autres et l'empêcher, le containment, mais on n'a pas d'argent pour faire son propre développement interne et jouer la concurrence à la loyale. C'est la définition par excellence d'un pays réactionnaire. Quand on dit réactionnaire, on pense souvent à l'idéologie, au fascisme, etc. Mais là, c'est carrément sur le plan matériel. On empêche le progrès, on empêche le développement au lieu d'en être soi-même le moteur. Et on rappelle, c'est les démocrates qui sont à la tête de l'exécutif aux États-Unis. Donc, les paradoxes, souvent, ne se vérifient pas. Alors, parlons, si vous le voulez bien, Jawad, des sanctions anti-russes. Les Russes devraient dire merci à des sanctions quand on voit les données, puisqu'au vu de chiffres, Moscou a repris son autonomie par rapport au marché occidental. On va parler de quelques domaines. L'exemple de la production de blé, par exemple, spectaculaire.
spectaculaire, 37 millions de tonnes produites en 2012. On est actuellement à 85 millions, presque le double en 10 ans. La Russie a réussi à atteindre son autosuffisance alimentaire. La Russie exporte par exemple 30 millions de dollars de produits agroalimentaires, un chiffre supérieur aux revenus du gaz naturel qui sont de 26 millions. Et un autre chiffre, et je vous laisse répondre, le taux de mortalité infantile pour la première fois est inférieur à celui des États-Unis d'Amérique. En fait, c'est les États-Unis d'Amérique qui sont en régression quand on voit qu'ils ont une mortalité infantile digne du tiers-monde. Oui, parce que tout simplement, j'ai mentionné l'Euromaidan en 2013, or l'offensive russe arrive en 2022, la fameuse opération spéciale. Entre-temps, les Russes justement se préparent au découplage avec le système occidental, ils se préparent à faire face à ces sanctions, ils préparent les alternatives au fameux système SWIFT qui servait de chantage contre tout pays récalcitrant, ils se préparent aussi, et c'est le grand enjeu de l'époque, à la dédollarisation. Et donc, il y a des échanges qui se font en roubles et il y a des liens aussi. Et c'est là où les États-Unis, à travers justement le dernier rapport de Laland, c'est là où on est en train finalement d'ouvrir les yeux. Toute cette stratégie de découplage qui date de plusieurs décennies de la Russie et de la Chine est en train de tomber complètement à l'eau suite justement à cette hubris et suite à cet aveuglement qui a resserré les liens entre les deux pays. Alors Brzezinski, dans son dernier livre, un livre à testament qui s'appelle Vision Global, je crois. Global Vision, oui. Global Vision, traduit qui vient juste d'être traduit il n'y a pas très longtemps. Alors il disait, en substrat, il disait que les États-Unis ne pourraient pas à la fois se confronter à la Chine, à la Russie en même temps, puisqu'elle n'avait plus les capacités militaires, industrielles, qu'elle devrait trouver une autre solution. Soit se négocier avec l'un des grandes puissances, mais en tout cas se confronter aux deux, c'est impossible. Faisons le bilan. En 2012, il dit, premier problème, infrastructure vétuste. Deuxième problème, système financier défectueux, défaillant. Dérégulation. Dérégulation complètement coupée du réel, on fait de l'argent avec de l'argent. Troisième problème, inégalité sociale croissante. Bon, aujourd'hui, c'est carrément la folie. Quatrième problème, polarisation économique, polarisation politique. Cinquième problème, peuple inculte. Et le sixième ne me revient. Le tititainment, le fameux tititainment. Voilà, on mixe le divertissement et le libidinal. Et il parle aussi, le sixième m'échappe, ça me reviendra plus tard. Il parle des points forts et il parle notamment d'une cohésion nationale, d'une grande cohésion nationale et d'une grande capacité de mobilisation. Or, lorsqu'on voit aujourd'hui, notamment ce qui se passe au Texas, mais d'autres points chauds, et lorsqu'on voit que la rue américaine elle-même est en train de se réveiller et de soutenir et de protester contre ce qui se passe à Gaza et en Palestine occupée, les points faibles n'ont toujours pas été réglés et se sont au contraire aggravés, et les points forts, en dehors de la suprématie technologique, qui elle aussi est en train d'être grignotée petit à petit, eux sont complètement en train de partir à volo. Et donc oui, lorsque Brzezinski fait son testament, qu'il dit « nous n'avons pas les moyens de faire face aux deux en même temps », aujourd'hui, la situation n'a fait que s'aggraver. Laland l'a acté. Maintenant, est-ce que les États-Unis vont continuer leur fuite en avant? Parce que dans le rapport de Laland, il y a deux alternatives. Il y a hardline, l'attitude dure, il y a, regardez l'euphémisme, less hardline, moins dur. Parce que quoi qu'il en soit, il ne faut pas tomber de son piédestal. Donc, même dans le fait d'acter la défaite, on reste dans l'hubris. Javad Rostom, merci pour vos explications. C'est toujours passionnant de discuter avec vous, toujours instructif. J'espère vous recevoir très bientôt. En tout cas, merci d'avoir été présent pour l'échiquier international. Merci à vous. Qui se termine malheureusement pour aujourd'hui, mais l'information continue sur Al24 News. En vous souhaitant une agréable soirée et je vous dis à demain.